Bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on reçoit Gabriel Giguère de l'Institut économique de Montréal. Yes, salut Gabriel, merci d'être avec nous autres. Quand tu m'as écrit la semaine passée, tu as dit j'ai deux sujets qu'il faudrait absolument jaser. Le premier, c'est sur la bureaucratie fédérale canadienne qui est en perte de contrôle, là, pour ainsi dire. Et vous avez un papier là, à l'IADM qui est sorti là-dessus. Je vais le présenter à l'écran, puis je te laisse nous en dire un peu plus parce que c'est de quoi qu'on suivait là, dans les dernières années, là, essentiellement. On avait vu c'était quoi l'embauche de c'est comme 100 000 fonctionnaires supplémentaires ou 100 000 employés de l'État. Un chiffre qui n'a pas de bon sens là, par rapport à l'ère Harper. Et donc, c'est ça avec Conrad Eder et toi, dans le fond, vous avez écrit un papier là, qui vient de sortir, qui est tout frais, sorti du four là-dedans. Et vous nous dites, les gouvernements fédéraux successifs ont tous laissé leur empreinte sur la taille et la portée de la fonction publique canadienne. Mais contrairement à ceux de ses prédécesseurs, le mandat du premier ministre Trudeau s'est distingué par une expansion importante de la bureaucratie fédérale, ce qui a considérablement accru les coûts liés au personnel tout en exacerbant les pressions budgétaires. Fait que les problèmes qu'on a là, avec la dette présentement, puis le fameux déficit, là, ben, regarde, on peut le voir là, dans les graphiques que vous mettez là-dedans. C'est directement relié à ce mandat-là là, qu'on vient d'avoir. Ouais, on a vu vraiment une explosion sous le gouvernement de Justin Trudeau. C'est absolument inédit. Là. On est remonté jusqu'à Brian Mulroney. Puis ce qu'on constate, là, c'est qu'il y a une explosion de la bureaucratie fédérale sous Justin Trudeau. Tu l'as bien dit, c'est plus de 100 000 fonctionnaires qui ont été embauchés. Là. Quand Justin Trudeau arrive, on est aux alentours de 260 000 fonctionnaires. Puis là, ben, à l'heure où on se parle, on est à peu près à 367, 368 000. Ça n'a vraiment aucun sens. Là. C'est 40, 43, 44 d'augmentation. Ça, ben, c'est problématique parce que c'est le contribuable moyen qui va payer ça. Là. C'est nos taxes, c'est nos impôts qui paient ça. Et donc, quand on regarde ailleurs à l'international, parce que ce qu'on s'est dit, c'est bon, évidemment que Justin Trudeau, par rapport aux autres premiers ministres, il y a une explosion, c'est clair. Maintenant, quand on regarde ailleurs, quand on se compare à l'Allemagne, quand on se compare au Royaume-Uni notamment, ben, ce qu'on constate, c'est qu'en proportion, donc sur 1000 habitants, le Canada est beaucoup plus élevé. On est aux alentours de 9 fonctionnaires par 1000 habitants. Au Royaume-Uni, on est à 7,4. En Allemagne, à 6,2. Bref, on est dans le champ là, en matière de bureaucratie fédérale. Je pense qu'il faut absolument le comprendre. Et ça, avec ce constat-là, vient la chose intéressante du papier qu'on a publié la semaine dernière. C'est de dire, maintenant, on est dans une époque où le déficit fédéral est quand même très élevé. Là, on frôle le 50 milliards. L'année dernière, c'était plutôt aux alentours de 60 milliards. C'est problématique. Alors, comment on fait pour réduire cette dynamique-là ou ce déficit-là? Je pense que c'est assez clair que l'explosion de la bureaucratie doit être attaquée pour ne serait-ce qu'espérer résorber le déficit, à tout le moins le réduire. Et ça s'est fait par le passé. Quand on pense au gouvernement libéral, là, c'est sûr qu'on pense à Justin Trudeau et les excès de la bureaucratie fédérale. C'est ce qu'on a vécu la dernière décennie. Donc, c'est normal. Mais quand on va un petit peu plus loin en arrière, on comprend que gouvernement libéral fédéral ne rime pas nécessairement avec manque de rigueur dans la gestion des finances publiques du Canada. Il y a une différence qui est très claire et c'est exactement ce qu'on a observé avec Jean Chrétien. Jean Chrétien est arrivé et il nous a dit, attendez un petit peu, là, ça fonctionne pas. Il y a un problème énorme en matière de déficit. Évidemment, le déficit sur le PIB était plus élevé, mais somme toute, la mécanique est la même. On a un problème de dépenses. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on regarde. Puis on coupe. On coupe où? On coupe dans les programmes. Est-ce qu'on se dit, ce ministère-là, on y touche pas? Non, non, il n'y a pas de vache sacrée sous Jean Chrétien. On regarde l'intégralité de la fonction publique fédérale et on coupe où ça doit être coupé. Et ça a été très bien fait parce que Jean Chrétien a coupé de 17,4 % le nombre de fonctionnaires. Imaginez, 17,4 % là, ça serait à peu près 60 000 personnes là, qu'on couperait demain matin. Alors, on ne fera pas ça en une journée quand même, on a plus de cœur, là, mais c'est quand même beaucoup de monde. Et là, on commence à regarder comment ça prendrait forme.
si on va de l'avant avec une telle mesure, mais dans l'application qui a été faite également de Jean Chrétien. Autrement dit, sur 5 ans, pour s'assurer de venir lisser, j'ai envie de dire, cette coupure-là. Puis ce qu'on comprend, c'est qu'après 5 ans, on pourrait réduire d'environ 10 milliards les dépenses en rémunération. 10 milliards. C'est à peu près 25 à 20, plus 20% du déficit projeté cette année lors de la mise à jour économique d'automne. Donc, il faut quand même comprendre que c'est une coupure qui est importante et qui pourrait également s'accompagner de réduction dans le nombre de programmes. Là, bien entendu, dans un contexte de gouvernement minoritaire, avec le NPD qui a la balance du pouvoir, on est quand même loin de la coupe aux lèvres, vous me direz. Et vous auriez pas tort, mais ça reste intéressant quand même comme exercice. Ce qui est spécial dans tout ça, c'est que le citoyen moyen n'a pas beaucoup d'interactions avec la fonction publique fédérale. On va avoir des interactions avec eux, avec les passeports, par exemple. On va avoir des interactions avec eux, avec nos rapports d'impôts, les cotisations REER, cotisations CELI. Moi, ce qu'on observe comme citoyen, c'est qu'on le sait, il y a quelques mois, années, le bordel était pogné dans les passeports. C'était hallucinant comment on n'était pas capable d'avoir de service de ce côté-là. Ça s'est résorbé un peu, mais c'est encore extrêmement long à avoir un passeport. C'est compliqué. Et moi, ce que j'observe dans le milieu financier, c'est que le bordel est pogné pour rentrer les données des cotisations CELI des gens à l'ARC. Les gens, s'ils s'en vont sur leur compte de l'ARC, ont un indicateur en haut qui dit qu'il y a un méga délai pour avoir l'information. L'information n'est pas à jour. Ça crée des problématiques avec les gens. Là, je me dis, ils font quoi les 100 000 personnes qui ont été engagées depuis 2015? Dans quel département sont allés? Et à quoi ils servent? Parce qu'on s'est fait frauder la PCU comme pas possible. Il n'y a pas eu de conséquences pour personne ou à peu près pas personne. Là, tu es là, tu te dis, c'est quoi qu'ils font de leur journée? Ils brassent leur sauce à spaghetti ou ils travaillent pour le gouvernement? Là? J'en ai aucune idée en réalité. Là. Je pense qu'ils font les deux en toute franchise. Non, plus sérieusement, j'ai envie de dire quand même qu'il y a beaucoup d'embauches auprès de l'ARC. Maintenant, tu l'as bien dit, c'est quoi le résultat? Quand tu augmentes de 43% ta fonction publique, est-ce que le contribuable moyen qui envoie pas moins d'argent à Ottawa, là, peut-être un point de pourcentage bientôt pour la première braquette, ce qui est une bonne chose, petite parenthèse, mais ça reste qu'on en envoie beaucoup d'argent à Ottawa. Puis on n'a pas 43% d'augmentation de la qualité des services. Pour 2 raisons. Comme tu le dis, c'est pas le provincial, là. On n'embauche pas des infirmières et des enseignantes au fédéral, là. C'est du monde comme moi, des analystes en politique publique. J'aime bien ça, mais on n'en a pas besoin d'autant, là. Fait que coupez-moi ça en prend moins. Regarde, il faut dire la vraie chose. Dans Océan et Pêcherie Canada, tu as beaucoup d'embauches, Environnement Canada, Ressources naturelles Canada. Bref, tu as l'impression que ça a augmenté de plusieurs milliers. Là. Il y a plusieurs ministères qui ont augmenté leur staff de plusieurs milliers. Puis c'est pas du service à la population directement. C'est des politiques, c'est des programmes, puis ça continue, ça se juxtapose. Puis là, on ne peut plus naviguer là-dedans. Ça devient plus dur pour nos entreprises. Bref, c'est problématique. Puis encore une fois, quand on se compare à l'international, notamment à l'Allemagne ou au UK, globalement, on est comparable. Évidemment, c'est pas 100% des mêmes compétences, mais ça reste qu'on voit qu'on manque très clairement d'efficience dans la fonction publique fédérale. Quand les autres peuvent faire la même chose, les autres pays, mais avec moins de monde, il faut quand même se poser des questions. On a trop de personnes en absolu. Donc, on n'est pas bon avec la quantité de staff qu'on a. On n'est pas bon par rapport aux autres pays. Je pense que c'est un wake-up call, là. Pardonnez-moi l'anglicisme, là, mais c'est très important, malheureusement. Et en fait, je dirais même, c'est l'occasion pour le prochain gouvernement libéral de marquer une rupture avec son prédécesseur. Tu sais, on nous a vendu pendant la campagne électorale, c'est pas Trudeau-Carney, on est vraiment nouveau, c'est le changement, puis on peut tout avoir un bémol là-dessus, là, soyons clairs, mais ça reste que d'aller de l'avant et de dire non, c'est un problème. Pas juste de faire un cap sur l'embauche de la fonction publique comme ça a été dit pendant la campagne électorale par le gouvernement Carney. Ça prend beaucoup plus dedans que ça. Ça peut être libéral. Ça s'inscrit dans une dynamique libérale comme on a vu sous Jean Chrétien. Donc, c'est pas de dire, oh mon Dieu, on vient trahir l'identité libérale. Non, ça peut s'inscrire là. Donc, ça prend juste de la volonté politique. Maintenant, on va voir s'il y en a. Je vous avoue que je suis pas si optimiste, mais il n'en reste pas moins que je pense que c'est nécessaire si on veut s'assurer d'avoir un réel retour vers l'équilibre budgétaire qui, rappelons-le, sous Jean Chrétien, c'était pas spécial, l'équilibre budgétaire. C'était des surplus budgétaires à côté, là, année après année. Donc, ça se peut, il faut juste de la volonté politique. Mais c'est qu'il y a 2 choses là-dedans. C'est pour faire ça,
il faudrait qu'ils admettent que la politique qu'ils ont eue depuis 2015 est un échec. Parce que la politique qu'on nous avait vendue à l'époque du premier mandat Trudeau, c'était de dire on le sait qu'il y a des gros déficits. On le sait que c'est ça qui va arriver. Mais le budget va se balancer lui-même. On a beaucoup ri de cette phrase-là, mais qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire qu'en gros, ce programme-là de méga dépenses était un programme de croissance et qu'à moyen terme, il y aurait tous les investissements qu'on faisait dans les champs de compétences des provinces, tout ça, ça allait générer plus d'opportunités, il va y avoir plus de richesses. Puis maintenant, on va revenir à l'équilibre par rapport au ratio dette PIB, puis l'endettement, puis tout ça. Or, ça ne s'est pas produit. Il y a eu effectivement les gros investissements, les grosses dépenses, devrait-on plutôt dire, mais il n'y a jamais eu ce retour-là. Parce qu'à la limite, là, la discussion qu'on a ce matin, s'il y avait 100 000 fonctionnaires de plus, mais qu'on avait 3 milliards de surplus dans le budget, puis que ça serait une discussion comme théorique de libéral classique. Mais ce serait dur de convaincre les gens de dire il faut dégraisser l'État, il y a trop de monde. Mais là, le problème qu'on a, c'est que ça ne marche pas parce qu'il y a un déficit qui est chronique, parce qu'il est structurel, puis parce qu'il faut faire des coupures. L'autre point là-dedans, c'est que je pense que les politiciens profitent d'un truc qu'on s'est aperçu dans la campagne électorale, c'est que les gens, en fait, s'en foutent un peu de savoir qui leur donne les services et qui leur fournit les programmes. C'est ça qui est un des gros problèmes, c'est que dans le fond, nous autres, on sait que Singh, Trudeau et compagnie, Carney, ils empiètent dans les compétences des provinces, mais monsieur, madame, tout le monde, en fait, s'en fout un peu. C'est qui va me donner la garderie, si tu la ville, la province ou le fédéral? J'en ai rien à cirer, je veux une garderie, une place en garderie pour mes enfants. Fait que ça, c'est un gros problème là-dedans de savoir qui fait quoi. Parce que là, quand tu arrives puis tu dis il faut prendre la solution de Jean Chrétien puis couper des postes dans la fonction publique, ben là, dans le fond, tu dis je vais m'attaquer au programme puis les gens vont avoir moins de services, alors qu'en réalité, ces services-là, ils n'auraient jamais dû être donnés par le gouvernement fédéral. C'est ça qui est le gros problème là-dedans. Puis il y a ça, puis à un moment donné, tu sais, j'aime l'approche de Gabriel de dire que ça peut être libéral, la solution. En fait, on y a cru pratiquement aussi la journée que tu vois Carlos Leitão faire partie de l'équipe libérale, puis qu'on se rappelle que Carlos Leitão est un des rares à avoir eu du succès au niveau des dépenses gouvernementales, des surplus, et ainsi de suite. Ben, tu te dis, OK, quand on nous vend que Carlos Leitão peut rentrer là, va être potentiellement ministre des Finances, tu te dis, ouais, lui avait réussi, il s'était fait accuser d'austérité, mais lui a réussi réellement à avoir un gouvernement libéral, provincial, qui faisait des surplus budgétaires. Donc, la direction qu'on prenait, on se disait, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être un fond de vérité dans ce que Mark Carney représente. Il a recruté Leitão, il a dû convaincre le monsieur qui va réussir à ramener ça dans les surplus budgétaires, qui va devenir ministre des Finances. Puis là, finalement, on se rend compte que ça ne s'est pas concrétisé. Leitão n'est même pas sur le Conseil des ministres. Fait que là, tu te dis, à ta peu, François-Philippe Champagne, c'est un peu more of the same thing. Là. C'est le gars qui a décidé que d'investir dans Nordvolt, c'était une bonne idée. Là. C'est bien problématique, ça, cette dynamique-là. Là. Moi, quand j'ai vu que c'était François-Philippe Champagne, là, je me suis gratté la tête. Là. Je me suis dit, là, c'est parce que t'as l'architecte d'une politique complètement bancale, industrielle, qui est d'envoyer des milliards de dollars à tout vent. Puis on voit en ce moment, ça va où, cette politique-là. Je trouve ça dommage parce qu'il y avait quand même quelqu'un avec un solide historique en matière de finances publiques. Là. Philippe Couillard, c'est encore une fois, le gouvernement de Philippe Couillard en matière de finances publiques a été excellent, où l'équilibre budgétaire, c'était même pas dans la discussion. Là. C'était de savoir combien de milliards on allait avoir en surplus budgétaire après versement au Fonds des générations. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, on essaie de nous spinner ça en nous disant non, mais le déficit aujourd'hui, c'est pas si élevé parce qu'on envoie de l'argent au Fonds des générations. Arrêtez, là, tu sais. Quand on regarde le réel, là, c'est parce que le problème avec le réel, c'est qu'il est têtu. Hein, puis tout le monde est capable de lire le budget. Puis quand tu lis le budget, là, puis tu vas à ta page A9, tu te dis, ouais, mais c'est parce qu'à un moment donné, vous avez 13,6 milliards de déficit projeté, c'est problématique. Le gouvernement de Philippe Couillard qui avait fait une bonne chose. Donc, c'est vrai qu'au niveau du gouvernement fédéral, c'était vraiment un message qui aurait été envoyé de dire, moi, je choisis Carlos Leitão qui était capable de faire des surplus budgétaires dans un contexte où mon prédécesseur signait des déficits à hauteur de dizaines de milliards de dollars. Ça aurait été intéressant. Malheureusement, on a choisi
le ventriloque de la politique industrielle, ma foi, des plus douteuses qui soient. Ce qui est intéressant dans votre papier, c'est que souvent, les adversaires disent Ah, vous autres, là, l'IADM ou Yann et Frank ou tous les gens là, plus là, de droite au Québec, vous êtes bons pour chialer, mais vous n'avez jamais de solution à rien. Ben, vous autres, vous dites, ben, en fait, la solution est écrite, dans le fond, a déjà été essayée. On le sait comment faire pour revenir à l'équilibre budgétaire, pour arrêter ce cycle-là. Et une des mesures, notamment, c'est ce que le gouvernement chrétien avec Paul Martin avait fait en mai 1994, soit l'examen complet des programmes du gouvernement. Tu sais, de dire, on ouvre les livres, là, puis un par un, là, tu te poses la question, OK, c'est-tu nécessaire, ce truc-là? Exactement. Il faut ouvrir les livres. Il ne faut pas qu'il y ait de vaches sacrées. Il ne faut pas se dire, bon, ça va être 10% au niveau de la pêcherie, ça va être 8% au niveau de l'ARC. Non, non. Regardons, assurons-nous que chaque personne qui est là dans la fonction publique a une tâche essentielle. Parce qu'il faut se rappeler une chose. On dit, oui, mais c'est bien, il y a des emplois dans le public. Fondamentalement, le contribuable envoie son argent à Ottawa ou à Québec pour avoir des services. Il y a un devoir des gouvernements de fournir les meilleurs services et de façon le plus efficient possible. Autrement dit, avec le moins de ressources envoyées, la meilleure qualité de service. C'est pas de donner des jobs. Il y a personne qui envoie. Parce que quand tu regardes Netris aux 2 semaines, là, puis tu regardes tes impôts qui sont envoyés à Ottawa puis à Québec, là, il y a de quoi te faire sourciller. Puis là, tu te dis, il me semble que mon gouvernement qui me prend autant d'argent a une responsabilité et un devoir moral de s'assurer que tout le monde est efficient au gouvernement puis qu'il vient en chercher le moins possible. On n'a pas cette... Il y a clairement pas, en tout cas sous Justin Trudeau, on n'avait pas cette dynamique-là ou j'ai envie de dire, cette approche-là au sein du gouvernement qui est nécessaire. On doit réavoir cette approche-là. Malheureusement, c'est pas ce qu'on voit en ce moment, mais Chrétien l'avait fait et c'est important que ce soit encore mis de l'avant sous Mark Carney. Écoute, on participe au podcast de Pantelis la semaine passée. Pantelis, c'est un Grec de Montréal. Il parle un super bon anglais, évidemment, un bon français de son côté. Puis on parlait de la fonction publique, justement, puis il nous disait qu'il y avait eu à téléphoner un fonctionnaire fédéral au niveau de l'Agence de revenus du Canada. Et il essayait de communiquer avec lui. Et le gars était d'origine indienne et il comprenait pas ce qu'il disait en anglais. Et évidemment, il a essayé de se faire parler en français, puis ça, c'est encore pire. Fait que là, il dit, je peux-tu parler à quelqu'un d'autre? Tu comprends rien ni en anglais. Je comprends rien de ce que tu dis, ni en anglais, ni en français, puis toi, tu comprends rien de ce que je dis en anglais. Il dit, je veux parler à quelqu'un d'autre, je veux parler à quelqu'un d'autre. En bout de ligne, on a l'impression que la culture DEI sous Trudeau était très, très, très forte. Est-ce que dans la fonction publique, c'est ce qui est arrivé un peu? On a engagé beaucoup, mais on a engagé beaucoup de minorités culturelles également en se disant, peu importe le CV, on a des quotas à remplir. Est-ce qu'on pense que c'est ce qui s'est produit un peu au niveau fédéral? Je pense qu'à la base, on a beaucoup embauché dans la fonction publique. Est-ce qu'il y a cet élément-là qui peut être explicatif? Probablement. Je ne me suis pas penché sur la question DEI. Je pense néanmoins que c'est quelque chose d'important. Hein. On s'est vraiment basé sur comment on peut régler l'explosion des embauches, puis comment on peut faire pour réduire le déficit en fonction de cette explosion-là qui à toute fin pratique injustifiée. Maintenant, pour ce qui est des DEI, c'est très possible que ça explique une partie du manque d'augmentation de la qualité de service, mais encore une fois, je fais attention parce que ça n'a pas été le sujet central là, de cette recherche-là. Donc, voilà pour ça, mais bon, j'espère vraiment que le gouvernement libéral de Mark Carney va comprendre que c'est pas est-ce qu'on le fait, c'est de quelle façon on va le faire parce qu'il faut le faire. Parce qu'on peut pas se permettre de continuer avec autant de fonctionnaires, avec autant de programmes. Bref, je pense que c'est simplement pas logique en ce moment, à l'heure où on se parle de continuer avec une aussi grosse machine qui coûte super cher, là. À l'arrivée de Justin Trudeau, on était plus aux alentours de 30-40 milliards de dollars en matière de dépenses de rémunération au niveau de la fonction publique. On est rendu plus aux alentours de 70 milliards. Là. Donc, ça a vraiment explosé. Puis il faut que ça se calme. Il faut vraiment réduire cette pression-là parce qu'$1 sur 7 de dépenses est en rémunération au fédéral. Puis le fédéral, encore une fois, tu l'as très bien dit, c'est pas un palier de gouvernement qui offre des services. Donc, à partir du moment où le Québécois, le Canadien moyen ne reçoit pas de services, c'est pas normal d'envoyer autant d'argent à Ottawa que ça. Là, les chiffres que tu viens de donner, c'est assez spectaculaire. C'est que donc, sur une période de 10 ans, on a une augmentation à peu près de 50% de la fonction publique. Ben, on a une augmentation de 100% de la rémunération globale.
Donc, c'est pas juste qu'on a augmenté le nombre de fonctionnaires, c'est que les salaires des fonctionnaires ont augmenté extrêmement rapidement aussi. Non, c'est les salaires des fonctionnaires, là, c'est parce que. Puis c'est important, tu fais la distinction entre salaire et rémunération. Le salaire est élevé. La rémunération, le fonds de pension. Tu sais, je parlais avec un ancien fonctionnaire fédéral parce que oui, je me suis. Non, je fais des blagues, je me suis pas baissé à ce niveau-là, mais en toute franchise, j'ai parlé à quelqu'un qui m'expliquait qui m'expliquait concrètement que quand il a quitté la fonction publique fédérale, le monde le regardait, tu sais. Mais t'es-tu fou? Ta carrière est faite. T'as 29 ans puis t'es dans la fonction publique. Qu'est-ce que tu fais, là? Tu peux aller sur le cruise control, puis ta vie est faite, là. Tu peux partir à 52 ans, 55 ans. Il n'y en a pas de problème, là. Fait que, tu sais, ça démontre à quel point la rémunération est élevée. Puis au final, il ne faut pas se tromper. Qui paye ça? C'est vous, c'est moi, c'est les auditeurs, c'est les Québécois, les Canadiens moyens qui se réveillent à 7 heures du matin, là. Fait que c'est un peu le problème. Puis juste, quand on regarde l'analyse de comparaison de la rémunération qui est faite chaque année par l'Institut de la statistique du Québec, elle est publiée chaque novembre. C'est une mine d'informations particulièrement intéressante pour voir à quel point le fédéral, le salaire est plus élevé que dans le secteur public, mais la rémunération, c'est comme si le secteur public québécois ou même le privé est sur terre, puis les employés du secteur fédéral sont sur Saturne tellement qu'ils sont plus payés. C'est vraiment quelque chose d'absolument spécial là, de voir ça. Je pense que c'est clair que non seulement il faut réduire la quantité de fonctionnaires, mais il faut également calmer les augmentations de salaire. Ah, c'est ça. Écoute, peut-être dernière question avant qu'on passe à l'autre sujet, parce que celle-là, elle me semble. Moi, je trouve que c'est un éléphant dans la pièce dont peu de gens ont parlé durant la campagne électorale, là, mais à plusieurs reprises, Carney est arrivé en nous disant: moi, je ne couperai pas les dépenses, je vais mettre personne dehors, je vais augmenter les dépenses et tu sais, à un moment donné, les investissements qu'il disait. Oui, les investissements. Et à un moment donné, le budget, là, on va l'équilibrer en 4 ans. Il nous a dit ça à un moment donné. Puis, et la clé qui est sortie pour expliquer ça, c'était de dire on va utiliser l'intelligence artificielle pour être plus efficace. Et moi, pour moi, là, quand j'entends une phrase de même, là, c'est toutes les lumières allument dans le dash, le check engine flash, puis ça me dit qu'il faut que j'arrête sur le bord du chemin là, parce qu'il y a de la boucane qui sort du hood. Là. Parce qu'on l'a vu. Non, mais c'est parce qu'on a joué dans ce film-là. Là. Je veux dire, ils font des applications de dédouanage que 2 gars sont capables de copier en une fin de semaine dans leur sous-sol et ça coûte 55 millions. Au Québec, le fiasco de SACLIC, avec tout ce qui tourne autour de l'identité numérique, toutes les affaires qui ont touché le ministère d'Éric Kerr, qui l'ont dégommé pour mettre un autre gars à sa place. Hey, on l'a inventé, ce ministère-là, au fédéral, by the way, c'est Evan Solomon maintenant. Ben oui, c'est Evan Solomon, le gars qui repartageait des trucs de compte parodique en pensant que c'était le vrai Mark Carney. Donc, moi, là, non, mais moi, le fait qu'on dise l'intelligence artificielle va arriver, je comprends que c'est vendeur, parce que monsieur, madame, tout le monde se dit hey, on va remplacer 10-12 000 fonctionnaires par ChatGPT, puis vogue la galère. Là. Mais on le sait que c'est pas ça qui va arriver. Là. Moi, je pense que c'est la porte ouverte à des fiascos puis des contrats qui vont dépasser. On le sait comment c'est. Là. Ils vont nous arriver avec un contrat de 500 millions pour rendre plus agile tel ministère. Finalement, ça va coûter 10 milliards. Puis toi, tu vois tout ça dans ton radar? Hein? C'est très problématique parce qu'il y a une partie où je me dis, c'est vrai qu'il faut utiliser les technologies. C'est vrai qu'il faut s'assurer d'être plus efficient, puis l'intelligence artificielle offre ce potentiel-là. Mais tu sais, quand tu penses à bureaucratie puis agilité, tu sais, ça marche pas, là. Ça marche pas. Fait que là, moi aussi, j'ai des craintes de me dire, on va revoir d'autres fiascos. L'intelligence artificielle dans la fonction publique, ça va coûter combien de dollars? Tu sais, c'est même plus combien de millions, c'est combien de milliards. Ça, c'est problématique. Mais en même temps, je pense pas qu'on peut faire l'économie de se dire, écoute, on n'ira pas de l'avant avec ça, on va garder tous nos agents administratifs. C'est complexe comme chose, mais effectivement, il y a de quoi être très inquiet parce qu'on a vu à quel point, tu sais, Phoenix, SAA-Click au Québec, ça a été des échecs cuisants. Tu sais, on rit de ça. Tu sais, ça envoie le message. On en rit tellement que c'était des échecs. Donc, il va vraiment falloir s'assurer de mettre en place des processus. Puis là, j'ai l'impression de parler comme un fonctionnaire, là, mais de mettre en place des processus pour s'assurer que ça n'arrive pas. Parce que c'est pas normal là qu'on arrive. C'est comme si quand c'est l'argent public, c'est l'argent de personne. C'est ça le problème, c'est qu'il y a des termes, là, je sais pas si c'est vous autres qui disiez ça dans un podcast quand je vous écoutais, là, mais de l'argent taxé. J'aime ça, ce type de terme-là, où on comprend mieux que le 4, 5, 6, 700 millions de dollars là, qui est envoyé, c'est pas de l'argent que tu regardes et tu vas chercher de l'arbre, là. C'est pas un fruit, là. C'est payé par nos taxes et nos impôts. Donc, cette dynamique-là est importante, mais
t'as raison d'être stressé, Frank, là-dessus, puis de te dire, ben là, franchement, ils sont pas capables là, de bien gérer notre argent, mais en même temps, on peut pas continuer là avec autant de fonctionnaires. Fait on est un peu pogné entre l'écorce et l'arbre, puis je pense qu'il va falloir à terme là, s'assurer d'être plus efficient avec la bureaucratie fédérale. Ah non, c'est clair. Écoute, on le voit au Québec, deuxième sujet dont on voulait parler. En fait, c'est une impression que j'avais, mais je pense qu'elle est corroborée pas mal par les chiffres que vous avancez dans cet article-là. Il y a une forte augmentation des grèves, là. Donc, on le voit, c'est un peu partout, là, à Québec, même ici, nous autres, la Société des traversiers sont encore en grève, ou en tout cas en moyenne pression, parce que la convention n'est pas renouvelée. J'y vois encore des policiers avec des pantalons jaune-orange, puis rose un peu partout. Il semble avoir des grèves partout. On a eu la vague aussi avec les professeurs, puis on se disait, mais c'est-tu une impression? Parce que des fois, c'est plus médiatisé. Mais non, c'est pas une impression, là. Donc, ce papier-là, le Québec face à une forte augmentation des grèves syndicales, et regarde, il y a un petit graphique ici là, qui est tout à fait fascinant. Là. Donc, c'est pas très gros pour les gens qui sont à l'écran, là, mais je vais essayer de vous l'augmenter un petit peu comme ça, là. Et donc, voici, là, ça, c'est le nombre d'arrêts de travail au Québec au cours de la dernière décennie. Donc, 2016, 2017, 2022, regarde, 2023, 2024, 2025. Donc, Wow. on parle là, de 6 à 7 fois, à 8 fois plus par rapport à des années Puis antérieures. on dirait que c'est presque pas médiatisé, les grèves maintenant. Tu sais, je me rappelle, c'était des gros drames dans les années 2014, 2015, quand tu avais une grève, puis tout ça, mais à cette heure, c'est comme on est accoutumé, puis on s'en fout un peu. Ah non, Ouais, je pense que c'est exactement ça. Donc, c'est exactement quoi un ça, peu écoute. l'enjeu, hein? Je t'écoute, Frank. Non, vas-y, je disais, c'est quoi l'enjeu? On s'excuse entre les auditeurs, il y a un petit délai des fois entre Gabriel et nous, là. Mais c'est ça. Oui, je suis désolé pour la mauvaise connexion, messieurs. Écoute, dans le fond, ce qu'on voit là, c'est assez clair. On a une banalisation de la grève. Tu sais, la grève, normalement, là, la grève, c'est tu as tout essayé. Tu as tout essayé, puis on est rendu à la grève. Puis ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on commence par la grève. Depuis 2023, c'est inédit au Québec le nombre d'arrêts de travail. J'aime pas le dire le mot arrêt de travail parce qu'en réalité, 90% des arrêts de travail, c'est des grèves. Fait que disons-le clairement, il s'agit de grève ici. Quand on regarde Statistique Canada, ce que Statistique Canada nous dit et nous permet, c'est de remonter jusqu'en 1946. Fait que tu sais, t'es dans l'après-guerre, là. Puis ce qu'on constate, c'est qu'on n'a jamais eu ça. On n'a jamais eu 690 arrêts de travail. Le plus d'arrêts de travail qu'on a eu dans l'histoire moderne du Québec, c'était 389 de mémoire. C'était en 1974, juste avant la commission Clich, qui portait par ailleurs sur les abus syndicaux dans le secteur de la construction. Maintenant, quand on regarde ce qui se passe maintenant, depuis 2023, on voit vraiment une explosion du nombre de grèves. Et ça, surtout dans le secteur public, parce que le secteur public, en 2023-2024, ça représente 87% des grèves au Québec. Puis ça représente à peu près le 2/3 en ce moment cette année. Donc, ça a explosé. Le secteur public se sent très confortable à aller constamment en grève. Et quand je parle du secteur public, soyons clairs, je parle des syndicats. Il y a une banalisation de la grève au plan des syndicats. Et je veux vraiment, il y a deux éléments que je veux vraiment porter votre attention. Le premier, c'est l'explosion du nombre. C'est très, très clair. Là. Quand on est rendu à 759 grèves au cours d'une année, il y a de l'abus. Par rapport surtout à quand on regarde au cours des 80 dernières années où on n'a jamais vu ça. La deuxième chose qui, je pense, est centrale, et il faut le comprendre, l'abus de la part des syndicats n'est pas seulement dans le recours à la grève constante, qui est très problématique et qui fait partie d'un abus. Il y a également un abus dans le discours et les actions. Quand on a la présidente de la FTQ qui s'en va en commission parlementaire, dans le cadre du projet de loi 89, et on y reviendra parce que je pense que c'est un morceau important, qui vient dire, moi là, je suis pas d'accord avec ça. Mon monde n'est pas d'accord avec ça. Il va falloir que je sorte les gros bras. Tu sais, pardon, tu sors les gros bras en parlant au ministre, comme quoi c'est les syndicats qui font la loi. Tu sais, c'est comme si on était dans le Far West, là. Un instant, là. La commission politique, les commissions politiques, là, ça sert à ça. Ça sert à pouvoir s'exprimer. Par ailleurs, c'est un privilège d'être un témoin dans une commission politique. Ensuite de ça, il y a comme une forme de décorum de dire, écoute, tu ne commenceras pas à intimider le ministre du Travail, mais si seulement ça s'en tenait à ça. Par la suite, on a vu des manifestations devant le domicile de Jean Boulet, qui est le ministre du Travail du Québec.
On a Magali Picard, encore une fois, la présidente de la FTQ, qui nous explique qu'on va traquer des ministres. Il y a 2 semaines, c'était Maïté Blanchette-Vizina, ministre des Ressources naturelles, qui voit son bureau vandalisé avec les champions de la CSN puis leur petit drapeau. La semaine d'avant, c'était Chantal Rouleau, ministre responsable de la solidarité sociale, qui voit son bureau vandalisé. Fait que là, on comprend que les syndicats aimeraient ça faire la loi, mais on n'est pas dans une république de bananes, puis c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, les abus, ce n'est pas que au niveau du nombre de grèves et de son explosion, c'est également au niveau du discours. Syndicats au Québec. On se rappelle les années Claudette Carbonneau, Henri Massé, Régent Parent. Les leaders syndicaux étaient un peu des vedettes. On les voyait beaucoup dans les médias. On les voyait beaucoup prendre action également, talonner le gouvernement sur plein de sujets. Mais on a un rôle quand même qui était un peu plus effacé. Il y a Magali Picard qui ressort un peu présentement, qui essaie de reprendre un peu le syndicalisme de combat que ces gens-là avaient à l'époque. Mais on dirait qu'on a appris à être plus subtil au niveau des syndicats, d'être moins présent dans les pages des journaux, peut-être avec l'appui des médias éventuellement. Mais l'impression que je pense que monsieur, madame, tout le monde a, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça des grèves, malgré le fait que le nombre est en explosion. Puis je pense qu'une des justifications qu'on voit au niveau du nombre de grèves aussi, c'est quelque chose que j'ai dit pendant longtemps en 2021. Tu sais, quand on commençait à voir l'inflation se pointer le nez. Puis, une des affaires que je disais, c'est que le gouvernement s'en sac un peu de l'inflation. Puis la raison, c'est la suivante. C'est que la plupart de ses dépenses, lui, de son côté, sont cannées dans des conventions collectives à long terme. Donc, ne subira pas les effets tout de suite de la hausse des salaires, mais éventuellement reçoit par contre la hausse des revenus immédiate sur le TPS, TVQ, impôts des entreprises, ainsi de suite. Donc, normalement, dans ces quelques années-là, là, 2021, 2022, 2023, puis une partie de 2024, ce qu'on aurait dû voir, c'est des gros surplus budgétaires au niveau des gouvernements. Puis les gouvernements, de leur côté, n'ont pas fait ça, évidemment. Ils ont créé des ils ont créé des emplois, ils ont créé des programmes, il y a une augmentation du nombre de fonctionnaires dans des conventions qui étaient presque gelées parce que la période pré-pandémique, on avait signé des conventions collectives avec des augmentations de salaire cannées à 1% ou 0,5%. Il n'y en avait presque pas d'inflation. Là, l'inflation nous a pété d'en face. Les petites entreprises ont ajusté leur salaire rapidement, les moyennes entreprises un peu moins rapidement, les plus grandes entreprises, ça a pris un peu plus de temps, mais en 2022, les salaires de tout le monde dans le secteur privé étaient ajustés. Ah, c'est ça. Au niveau gouvernemental, c'était pas encore fait. Fait que tu doutais qu'il allait avoir un méga clash, et le gouvernement est rentré dans ce clash-là avec les syndicats, les mains attachées par des gros déficits budgétaires, et un François Legault qui n'aime pas la confrontation et qui, historiquement, n'a pas peur de signer des chèques pour acheter la paix. Et dans ce contexte-là, je pense que ça a favorisé énormément ce syndicalisme de combat-là. Puis les syndicats ont eu des gros gains dans les dernières années parce que justement, il y avait à la fois un premier ministre qui était mou, qui voulait réellement régler rapidement, puis qui ne voulait pas que les grèves s'éternisent longtemps, puis un gouvernement qui avait pas de marge de manœuvre. Fait que, tu sais, les deux sujets que tu amenais aujourd'hui sont comme ensemble. C'est ce qui justifie à l'heure d'eux, en fait, les méga déficits qu'on a présentement. C'est sûr que ça a joué, mais je pense que l'un des éléments qu'il faut se rappeler, c'est que cette explosion de grève-là en 2023, il y a un impact sur les enfants. C'est ça, c'est pas juste de jouer l'émotion, là. C'est vraiment, il y a beaucoup de jeunes qui ont de la difficulté scolaire. Tu as des calendriers qui sont en contraction. Ouais. Et il y a un impact sur tout le monde au Québec. Il y a un impact sur les jeunes. Il y a un impact sur les parents qui peuvent pas aller à l'école parce qu'ils ont collé 7 jours malades parce qu'ils devaient rester à la maison. Puis que bon, t'as plus de journée de maladie en banque. Fait que tu vas prendre des journées de congé sur le bras, essentiellement. Là, il va y avoir un impact sur tes finances de ménage. Cette réalité-là, elle est là. Et donc, ça, ce que moi j'ai vu, ce que tout le monde a vu, c'est assez clair, c'est qu'on a eu une augmentation vraiment importante par rapport à ce qui était prévu par le gouvernement. À la base, le gouvernement nous parlait d'11% d'augmentation sur 5 ans. On a eu 17,4%. C'est 500 millions supplémentaires par point de pourcentage ajouté. Ça explique une partie du déficit d'aujourd'hui. Ça, je pense qu'il faut que ce soit très, très clair. Maintenant, je pense aussi qu'un autre élément... Exactement, c'est dans Standard & Poor's, c'était très clairement dit, la rémunération joue sur la cote de crédit. Maintenant, il faut également comprendre que... Coudonc, y a-t-il des esprits ici?
Pardonnez-moi. Ouais, c'est ça, moi, Voyons je donc. pense qu'il y a les syndicats font de l'interférence. Ah ouais, c'est peut-être la CSN qui est ici, là. Ouais, c'est C'est ça. peut-être la CSN. Non. Ouais. Plus Il est sérieusement, rentré dans le derrière d'une vanne. plus sérieusement, je pense quand même qu'il faut le dire, là, on peut pas se permettre de revivre un 2023. On peut juste pas se permettre de revivre un 2023 C'est où vrai. ça coûte extrêmement cher, puis où c'est les Québécois et les Québécoises qui sont pris en otage. Oui, absolument. Écoute, Gabriel, vu que tu t'es été ligoté puis nappé par un groupe extrémiste pendant ton intervention, on va on va se quitter là-dessus, puis on va demander à ce que les donateurs de l'IEDM t'achètent un nouvel ordinateur. Ouais, je suis complètement désolé, messieurs, pour le Ah, podcast. Merci pour et, tout, puis j'espère que les syndicats vont bientôt quitter mon bureau. yes, hey, merci beaucoup d'avoir été là, Merci, Gabriel. Gabriel. Merci encore. Ah, écoute, c'est les joies du direct, les amis, c'est ça qui se passe. Mais je renvoie les gens aux deux papiers s'ils veulent aller les lire. Donc, sur le site de l'IEDM, le Québec face à la forte augmentation des grèves syndicales, où on voit le graphique là, que j'ai mis à l'écran là, sur la stat sur le nombre d'arrêts de travail est lunaire, là. C'est malade. Tu te dis, c'est fou, là. C'est pas normal. Regardez, là, 2019, 59, 2024, 759. Ouais, puis peut-être, tu sais, Ça j'ai n'a peut-être aucun tort de sens. dire qu'on le vit moins. Peut-être que dans ces années-là, justement, là, une dizaine, douzaine d'années, je le sentais plus parce que j'avais des enfants en jeune âge, peut-être. Puis les affaires de garderie, tout ça, je le voyais aller plus, probablement. Mais j'aime son point quand il dit que ça nuit au service public, ce qui amène des ruptures de services dans le privé également. Tu sais, je veux dire, il y a des entreprises qui sont touchées Oui. par ces grèves-là et qui n'ont rien à voir avec le gouvernement quand leurs employés sont obligés de ne pas rentrer pour les gardes d'enfants. En fait, on l'a vécu, même de notre côté, chez votre conseiller.net, tu sais, c'est arrivé souvent que nos adjointes ils disent écoute, là, excusez-moi les gars, aujourd'hui, je fais ce que je peux, mais j'ai les enfants d'impact. Ouais. C'est pour ça que quand je voyais cette gang-là être bien découragée, que des jeunes qui se sentent lésés par l'histoire du téléphone fassent une journée de grève, t'es comme calice. Si vous avez scrappé l'école des enfants pendant quoi, 2 ans durant la pandémie, puis quand c'était le temps de la grève, les enfants, on s'en crissait bien raide, là. Ah, c'était Fait malaisant. que gardez-vous une gêne là-dessus. Là, je parle pas des professeurs en général, là, je parle des porte-paroles syndicaux. Oh, oui. Hey, on s'en va sur Patreon. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas le choix d'en parler, mais on s'est fait passer un sapin. En tout cas, nous, chez Yann et Frank, on le disait à tout le monde que vous étiez en train de vous faire passer un sapin, mais je pouvais pas croire qu'on pouvait pousser le cynisme de cette façon-là. Quand Mark Carney présente sa plateforme électorale, dans cette plateforme-là, il nous dit qu'en 2025, là, il va ramasser 20 milliards de dollars de tarifs, là. Mais ce qu'on nous dit pas, c'est que 3 jours auparavant, il les avait annulés. C'est assez Ah ouais, c'est spectaculaire, là. Je veux dire, incroyable. ça n'a pas d'allure mentir en pleine face des Canadiens comme ça. Fait que c'est le gros sujet sur notre Patreon aujourd'hui.